Alors la peau de bébé, évidemment, elle est très fine et elle est très sensible. Tous les systèmes de défense immunitaire ne sont pas encore présents. Et le bébé, en plus, il ne produit pas la même quantité de sueur, la même quantité, il n'a pas le même nombre de glandes sébacées qui, eux aussi, participent à la protection de la peau. C'est problématique, cette mauvaise protection de la peau par la peau immature, c'est problématique en particulier au niveau du siège, où là on sait qu'il y a en plus de la chaleur, de l'humidité dans la couche, et tout ça c'est favorable au développement des bactéries. En plus, l'acidité des selles, l'acidité des urines, c'est également favorable à la prolifération de champignons. Et tout ça, ça peut amener à la formation de lésions comme des crevasses dans les plis des fesses. Alors, les premières recommandations, c'est évidemment de changer les couches régulièrement, toutes les 3 heures. Mais on va essayer aussi d'éviter les lingettes, surtout parce qu'elles vont garder une certaine humidité. On ne les rince jamais assez bien, les lingettes, et surtout pas de lingettes à base d'alcool. Votre bébé va faire un saut au plafond si vous mettez de l'alcool sur des petites plaies. C'est vraiment totalement à proscrire. Alors, une des recommandations, c'est d'utiliser notamment du lait de toilette, mais toujours bien le rincer. Alors, à chaque change, on recommande également d'appliquer une crème, notamment à base d'oxyde de zinc, parce que ça va former comme une barrière sur les fesses du bébé et ça va former vraiment comme une isolation par rapport au sel et à l'urine. Et en cas de vésicule, si on soupçonne l'apparition d'un petit champignon, on peut utiliser une crème bien connue qui contient un principe actif qui s'appelle le nitrate de myconazole, qui lui est un principe actif contre les champignons, contre les mycoses, un principe actif antimycosique. Alors, en ce qui concerne les soins du corps, notre recommandation, c'est d'utiliser les produits les plus doux et les plus adaptés, avec le moins d'ingrédients possible et surtout le moins de parfums possible. Pour les cheveux, on peut utiliser un gel spécifique shampoing pour les cheveux, mais il y a également de nombreux produits 2 en 1 qui font les corps et les cheveux. Et si le bébé a une peau vraiment fort sèche, on recommande plutôt d'utiliser une texture huileuse, une huile lavante qui va favoriser l'hydratation de la peau. Alors, s'il y a une présence de croûte de lait, et ça, on sait que malheureusement, les bébés les développent souvent entre l'âge de 4 et 10 semaines, une des recommandations, c'est surtout de ne pas les gratter à sec. On risque de provoquer des petites lésions qui pourraient s'infecter. Alors, il y a la bonne vieille huile d'amande douce avec laquelle vous pouvez enduire les croûtes de lait, laisser poser cette huile d'amande douce pendant plusieurs heures et puis brosser très doucement avec une petite brosse douce le cuir chevelu et les croûtes vont s'éliminer presque naturellement. Alors l'hydratation de la peau, c'est extrêmement important, l'hydratation de la peau du corps, mais on pense moins à l'hydratation du visage chez l'enfant, mais c'est important également en automne et en hiver d'utiliser une crème assez riche qu'on appelle une cold cream. Et en été, il faut surtout pas oublier de protéger son enfant avec une crème solaire. L'idéal étant d'utiliser pour les enfants un facteur le plus élevé possible, un facteur 5. Alors, en ce qui concerne les soins liés à son développement, on sait qu'en Belgique, on manque tous cruellement d'une vitamine et c'est la vitamine D. Elle est essentielle pour la croissance de l'enfant et pour la constitution de son capital osseux. Alors, la recommandation entre l'âge de 0 et de 6 ans, c'est de donner un supplément de vitamine D et ce supplément de vitamine D, on le mesure parfois en microgrammes, mais le plus souvent en nombre d'unités. Et la recommandation entre 0 et 6 ans à l'heure actuelle est de 400 unités par jour. Et chez bébé, l'administration la plus facile, c'est de le donner sous forme de gouttes et on les donne directement dans la bouche. On ne les mélange pas avec le lait. À partir de 6 mois, en moyenne, on a une autre épreuve qui se dresse devant nous, ce sont les poussées dentaires.
Alors on sait qu'en général, les premières dents, elles apparaissent à partir de 6 mois et qu'elles sont au complet vers l'âge de 3 ans, mais malheureusement, il n'y a pas de norme et là, il n'y a pas d'âge pour les premières dents. Et lors des poussées dentaires, ben, on sait qu'il y a de nombreux symptômes peuvent être présents. Le premier, ça va être évidemment la douleur. Ça peut irradier jusque dans les oreilles, ça peut rendre l'enfant irritable, ça peut perturber le sommeil. Mais le plus souvent, on s'en rend compte parce qu'il y a une hypersalivation et les joues deviennent rouges écarlates. C'est pas tout, parce que la déglutition de la salive qui se modifie lors d'une poussée dentaire et qui devient plus acide, ben, ça peut provoquer de la diarrhée et une irritation des fesses. Et tout ça, évidemment, va aller irriter le siège et éventuellement provoquer des crevasses et des petites plaies au niveau des fesses du bébé. Et alors, pour ne rien arranger, pendant cette période, en plus, le système immunitaire du bébé est plus faible. Ça le rendra donc plus sensible aux virus et notamment tous les virus de la sphère ORL. Donc, pour apaiser, ben, il y a un anneau de dentition. Si on veut bien revenir sur le slide précédent, il y a des anneaux de dentition qu'on peut utiliser. Il existe des petites crèmes pour frotter les gencives et apaiser la douleur. Et si vraiment la douleur est insupportable, bah, le paracétamol, ça reste un médicament de premier choix pour les bébés. Alors on peut parler maintenant de l'immunité. Et l'immunité, bah, les premières années de la vie d'un bébé, c'est un véritable challenge pour son système immunitaire. Pendant la grossesse, bah, l'enfant il était bien protégé dans l'utérus. Et bah, c'est lors de l'accouchement que pour la première fois, il va être en contact avec des bactéries. Et pour se protéger des bactéries, des agents pathogènes, bah, il existe plusieurs lignes de défense. Tout d'abord, il y a la peau, il y a les muqueuses et il y a l'acidité gastrique qui physiquement empêche la pénétration des bactéries et des substances étrangères à l'intérieur de l'organisme. Mais lorsque cette barrière de défense physique n'est pas suffisante et il y a quand même des agents qui pénètrent dans l'organisme, bah c'est alors que le système immunitaire entre en jeu. Et ça, c'est la deuxième ligne de défense qu'on appelle l'immunité innée. Et elle est constituée notamment de globules blancs. Ce sont des cellules qui circulent dans le sang et qui vont nous débarrasser des intrus. L'immunité innée, on dit qu'elle est innée parce qu'elle est opérationnelle dès la naissance. Elle s'attaque immédiatement aux envahisseurs dès qu'ils franchit une barrière et elle n'a pas besoin d'apprentissage pour apprendre à reconnaître les agresseurs. Elle fonctionne tout de suite et quel que soit le type d'envahisseur. Mais si malgré cette première ligne de défense, l'organisme a laissé passer quelque chose, il y a ce qui s'appelle l'immunité acquise. Et on dit qu'elle est acquise parce qu'elle fonctionne comme un apprentissage. C'est lors du contact avec un premier événement, un premier élément infectieux, que ce soit un virus ou une bactérie, que le système immunitaire va apprendre à fabriquer des anticorps et à combattre les infections. Ce sont des anticorps spécifiques. Mais cet apprentissage, ça prend du temps et les enfants, ils vont être régulièrement malades pendant les premières années de leur vie parce que leur immunité n'a pas encore été totalement établie et c'est à ce moment-là qu'ils vont faire les fameuses maladies d'enfants. Alors les vaccins, eux aussi, sont importants parce qu'ils permettent de développer la résistance de votre bébé. La vaccination, ça consiste en quoi? On va introduire dans l'organisme du bébé une version affaiblie d'un agent pathogène dans l'organisme. Et ça va permettre au système immunitaire de l'enfant d'apprendre à produire des anticorps sans tomber malade. Et la prochaine fois qu'il sera en contact avec cet agent pathogène, eh ben, le système immunitaire va le reconnaître et il pourra tout de suite produire des anticorps nécessaires à l'élimination de cette bactérie et ou de ce virus. Alors, en Wallonie, la Fédération Wallonie-Bruxelles, elle recommande de protéger son bébé contre 12 maladies. La coqueluche, la diphtérie, l'hépatite, certaines méningites, les oreillons, la polio,
les gastroentérites qui sont dues au rotavirus, la rougeole, la rubéole et le tétanos. Mais il existe d'autres vaccinations qui, elles, sont recommandées selon les circonstances, notamment l'hépatite A ou la varicelle ou certains types de méningite. Et cette vaccination, vous savez bien, elle peut se réaliser à l'ONE ou éventuellement chez le pédiatre. Et malgré tout ça, le bébé il peut souffrir de petits maux. Et le numéro un, c'est évidemment la fièvre. Alors normalement, notre température, elle est comprise entre 36 et 37,5. Ça, c'est une température normale. Mais à partir de 38 degrés, on va parler de fièvre. Alors la fièvre, c'est un peu comme un thermostat. On sait que quand il y a des agents pathogènes qui rentrent dans l'organisme, notre système immunitaire, il va monter un petit peu le thermostat parce que on sait que les agents pathogènes vont proliférer moins bien et que le corps se défendra mieux avec une température légèrement plus élevée. Donc la fièvre, c'est pas une maladie en soi, mais une réaction de défense du corps. Et cette fièvre, elle va accompagner presque toutes les infections. Alors une légère élévation de la température, ça peut être possible dans certaines circonstances, sans que l'enfant soit malade, lorsqu'il fait ses dents par exemple, ou par temps chaud, ou après avoir pleuré, ou s'il est trop couvert. Mais ça, ce n'est pas grave, la température va redescendre assez rapidement. Alors, chez l'enfant de moins de 5 ans, idéalement, la température, elle se mesure dans l'anus. La température rectale est la plus fiable. Et chez le bébé, il faut introduire pour bien faire à 2 centimètres le thermomètre, à 2 centimètres de profondeur. Et on peut éventuellement utiliser un peu de vaseline ou d'huile pour bébé pour favoriser l'insertion du thermomètre. Et selon l'âge de l'enfant, il faut envisager la fièvre différemment. Quand le bébé a moins de 3 mois et s'il a une température au-delà de 38 degrés, il vaut mieux le faire examiner. Il faut toujours consulter un médecin à ce moment-là. À partir de l'âge de 3 mois, on le fera examiner par un médecin s'il y a des signes d'alerte, s'il vomit, évidemment s'il convulse, s'il y a une raideur de la nuque, s'il a stoppé d'uriner ou s'il est léthargique. Et là, ce sont des symptômes qui doivent vous faire consulter immédiatement. Même chose, s'il n'y a pas d'amélioration de son état général dans les 48 heures, il vaut mieux consulter un pédiatre ou un médecin. Alors, le médicament numéro un, ça reste le paracétamol. Le paracétamol, et il y a différentes formes qui sont disponibles, en sirop, en suppôt, mais c'est toujours préférable de le donner par la bouche. Et la dose, elle va varier suivant le poids. Et là, votre pharmacien pourra vous donner de bons conseils quant à la dose et à la fréquence de prise. Alors, parmi les petits mots, il y a les crampes, les fameuses coliques du nourrisson qui sont quasi un incontournable de la petite enfance. Ça va se traduire par des crises de pleurs, le plus souvent après la tétée ou après le biberon. Elles apparaissent quelques semaines après la naissance avec un pic aux alentours de la 6e semaine. Et la raison la plus probable, c'est que l'intestin, il n'est pas encore totalement développé, il est encore immature et la digestion ne se fait pas de façon optimale. Et ça produit des ballonnements et des spasmes. Parlons également du reflux. Donc le reflux, c'est la remontée du contenu de l'estomac vers l'œsophage et parfois jusque dans la bouche. Alors ça se produit parce que le sphincter, c'est-à-dire l'anneau musculaire entre l'œsophage et l'estomac, il ne se ferme pas encore bien chez le nourrisson. Alors il y a un reflux gastro-œsophagien qui se produit chez presque tous les nourrissons. Et ça, c'est des petits rots humides après le repas, c'est normal. On sait d'ailleurs que si on prend tous les enfants âgés de 3 mois, il y en a sur 2 qui régurgitent du lait jusqu'à 5 fois par jour. Et ce phénomène-là, il va s'estomper pour disparaître en général vers l'âge de 12 mois. Alors, il existe 2 formes de reflux. Un reflux ordinaire ou habituel qui va voir la remontée dans la bouche ou dans l'œsophage d'aliments et d'un peu de suc gastrique. Mais chez d'autres enfants, le lait retourne de l'estomac à l'œsophage, mais on ne remarque rien. Et on va parler de reflux caché. Et il y a certains enfants qui vont chaque fois avoir cette remontée et cette descente du contenu de l'estomac et qui vont comme ruminer leur nourriture pendant plusieurs heures. Alors le reflux, il peut être normal et bénin. C'est la slide suivante si tu veux bien. Alors le reflux peut être normal ou bénin
certainement chez les petits-enfants. Il n'y a pas d'autres symptômes, c'est des reflux non compliqués. La croissance, la prise de poids se font de façon normale, ce n'est pas grave. Mais il y a des reflux plus compliqués qui vont nécessiter, eux, un suivi médical parce qu'ils peuvent s'accompagner de troubles alimentaires ou éventuellement d'un retard de croissance. Alors en plus, il peut y avoir une irritation de l'œsophage qui peut diminuer les apports alimentaires parce que les nourrissons qui souffrent de brûlures à l'estomac vont avoir tendance à manger de moins en moins. Évidemment, ça va perturber le sommeil parce que les remontées acides, elles vont être plus importantes lorsque le bébé est en position couchée. Et chez certains enfants, l'acidité gastrique, elle peut aller irriter l'œsophage, mais aussi le larynx et parfois même les voies respiratoires supérieures. Et les plaintes, elles seront alors différentes. On verra des bronchites, de l'asthme, des laryngites, des otites. Alors, comment se fait le diagnostic de ce reflux compliqué? Ça va se faire en milieu hospitalier. C'est la slide suivante. Et c'est en milieu hospitalier où on va faire ce qui s'appelle une pH-métrie, c'est-à-dire qu'on va introduire une petite sonde dans l'estomac du patient, du bébé, et on va mesurer le pH pendant 24 heures. On peut faire des gastroscopies, on peut faire des radios, mais tout ça se fera en milieu hospitalier et évidemment sur conseil du médecin. Alors l'idéal, c'est d'essayer d'abord un traitement non médicamenteux. Après avoir nourri le bébé, on essaye de le garder de longues minutes en position relevée. On ne le recouche pas tout de suite. On essaye de relever la tête du lit, donc 15 centimètres un peu plus haut que l'estomac, la tête un peu plus haut que l'estomac. Et on va essayer de nourrir l'enfant plus souvent, mais avec des plus petites quantités. Et enfin, il existe un épaississant à base de gomme de caroube que votre pharmacien connaît bien, qui permet d'épaissir l'alimentation et une alimentation à lait plus visqueux aura moins tendance à remonter. Alors, il existe évidemment un traitement médicamenteux qu'on appelle les inhibiteurs de la pompe à protons, l'oméprazole, que vous connaissez peut-être. Mais là, en principe, on ne le donne pas de façon systématique, et en tout cas pas avant l'âge d'un an. Et là, c'est le pédiatre qui devra le prescrire et uniquement pour des bébés qui vont souffrir de reflux importants avec des répercussions importantes sur leur santé en général.